Et juste tout le monde, c'est Ansei, j'espère que vous allez bien, on se retrouve bien comme chaque semaine pour parler ensemble du dernier épisode de Dragon Ball Super. Alors vous pourrez retrouver en première partie de vidéo mon avis sur cet épisode 86. En deuxième partie, j'ai choisi comme premier sujet, et bien tout simplement le power-up de C17 qui fait déjà pas mal débat sur la toile. On parlera aussi de son changement de personnalité et de ce qu'on peut attendre de lui pour la suite de l'aventure. Et j'ai choisi comme deuxième sujet, et bien tout simplement le cas Oob. On va reparler un petit peu de Oob et de ce qu'on peut attendre de la fin peut-être de Dragon Ball Super ou du prochain arc. Et on se laissera en parlant ensemble de notre scène préférée durant l'épisode. Tous les timers sont disponibles dans la description de cette vidéo, ainsi vous pouvez aller directement au sujet qui vous intéresse. Je vous souhaite un excellent visionnage, c'est parti. Alors épisode 86, alors pour ma part c'était un véritable régal, j'ai beaucoup apprécié revisionner plusieurs fois l'épisode. L'épisode de la semaine dernière m'avait un petit peu laissé sur ma faim, j'avais moyennement apprécié ce que je l'avais dit, et là c'est tout le contraire, je me suis vraiment régalé. J'avoue que j'appréhendais un petit peu cette rencontre C17 Goku, ce retour de C17 aussi, qui honnêtement n'est pas un personnage qui m'a marqué plus que ça, je suis pas un grand fan de C17. J'ai en sainte horreur le C17 de GT, je l'ai souvent dit, j'ai vraiment du mal avec ce passage-là. Et donc c'est vrai que du coup c'est un personnage qui déjà m'avait pas marqué à l'époque, et quand il avait fait son retour dans GT, m'avait vraiment pas du tout convaincu. Du coup c'est un personnage où on va dire j'ai pas d'excellente relation avec, voilà, je suis pas très fan du perso. Et là, limite ça serait changé du tout au tout avec cet épisode. J'ai adoré la présentation du personnage, son changement de comportement, et puis aussi j'ai adoré tout simplement le jeu de son seiyuu. Franchement, le doubleur joue super bien, j'ai adoré sa voix, et ça colle parfaitement au personnage et avec ce qui se passe à l'écran. Idem, comme je vous disais, j'appréhendais un petit peu la rencontre Goku C17, et du coup je l'ai trouvé vraiment sympa. J'ai beaucoup apprécié la relation qu'ils ont tous les deux tout au long de l'épisode. J'ai beaucoup aimé cet échange là en fait. Au-delà de ça, l'épisode, si je l'ai beaucoup apprécié aussi, c'est pour tout ce qu'il apporte à côté de cette rencontre, de cette simple rencontre. On en profite pour te montrer des petits éléments qu'on connaît pas trop dans l'univers de Dragon Ball, comme le fait que Dende puisse déplacer la tour. Donc le palais divin, c'est énorme quoi, c'est vrai que j'avais jamais pensé, mais ouais, il peut le déplacer quoi. Donc voilà, on en profite pour faire des allusions à Oob, donc voilà, ça réveille des questions qu'on se pose, donc on voit que les scénaristes s'amusent un petit peu avec nous, donc on a l'impression de se faire teaser un petit peu, donc c'est plutôt sympa ça aussi. Après aussi, tout simplement le combat C17 Goku, que j'ai trouvé plutôt très sympa à regarder, bien plus punchy que le combat de la semaine dernière avec Boo. Bon, que j'avais trouvé sympa, mais beaucoup trop court. Ici, c'est pareil, le combat est pas forcément le truc au centre de cet épisode, mais il reste quand même sympa, il y a des phases plutôt stylées. Et après, esthétiquement, l'esthétique de l'épisode, je me suis vraiment régalé. C'est-à-dire que j'ai adoré déjà tout le jeu de lumière qu'ils ont fait dans cet épisode, notamment quand Goku et C17 se font face avec le coucher de soleil, tout ça, ça rend vraiment bien. Mais il y a aussi pas mal de petites phases toutes bêtes, mais qui sont vraiment sympas avec les animaux, avec C17, avec le Minotaure. Toutes ces vases-là sont très agréables à regarder. Et il y a un passage aussi que j'ai rematé plein de fois. C'est con, mais c'est une toute petite scène que je trouve super belle, super bien réalisée. C'est quand Goku se jette de la tour, en fait, et va sur l'île de C17 et traverse les nuages. Je sais pas ce que vous avez pensé de cette scène, mais je trouve qu'elle est super bien réalisée. Les scènes dans les nuages de cet épisode, que ce soit ce passage-là, ou quand il remonte avec le coucher de soleil, les nuages un peu dorés, tout ça, là... ça rendait vraiment bien, j'ai beaucoup apprécié ces passages-là. Donc moi c'était un grand oui cet épisode, je me suis vraiment régalé et j'ai hâte d'avoir votre avis là-dessus. Et donc on va commencer avec le premier sujet les amis. Alors forcément qui dit power-up d'un personnage de Dragon Ball, elle dit débat parce que tout membre de la communauté de Dragon Ball qui se respecte veut forcément savoir qui a la plus grosse. Non, plus sérieusement, power-up de C17, ça saute aux yeux, puisqu'il semble tenir tête à Goku en Super Saiyajin Blue.
ne semble même pas être impressionné par la transformation de Super Saiyajin Blue. Au dire de Dende, eh bien, C17 est devenu bien plus puissant, et si c'était un ennemi, il serait redoutable. Idem, Goku, eh bien, sent que C17 semble se retenir, tout comme lui, on le sait, puisqu'il a encore le Super Saiyajin Blue Kaioken. Donc du coup, voilà, on comprend parfaitement que C17 a subi une sorte de gros power-up. Alors, comme tout le monde, moi, quand j'ai visionné l'épisode, eh ben, j'ai été agréablement surpris par ce power-up. Et donc après, bien forcément, j'ai vu un petit peu tous les débats qu'il y a sur les forums, sur les réseaux sociaux, sur ce qu'on m'a envoyé aussi par message, sur une certaine incompréhension d'une part de la communauté et une hype de l'autre communauté. Et bon, ça peut être un débat plus ou moins intéressant. Alors vous le savez, vous commencez à me connaître, moi c'est vrai que les débats de puissance et tout, ça m'a jamais vraiment intéressé, c'est pas ce qui me hype le plus. Mais ici, je vais quand même vous donner mon avis. Pour moi, eh bien, le power-up de C17, je trouve, pour ma part, qu'il est eh bien plutôt très bienvenu, je dirais même que c'est une excellente chose pour le scénario, et je trouve qu'il est totalement logique, il ne m'a absolument pas gêné. Alors déjà, je trouve pas que ce soit incohérent, parce que voilà, C17 s'est entraîné dans son coin pendant des années, du coup il a augmenté son potentiel, et je trouve ça totalement logique qu'il soit devenu très très puissant, vraiment on pourrait même dire hyper puissant. Pourquoi? Parce que tout simplement déjà de base, pour rappel, C17 et C18, quand ils ont été conçus, alors bon, à la base c'est des humains, et donc c'est de vrais humains qui ont été cybernétisés, voilà, ils sont à moitié cyborgs. Et il faut savoir qu'à la base, rappelez-vous bien que quand même, les cyborgs ont le ki à l'infini, ils ont une endurance infinie. Donc déjà, c'est quand même un atout majeur. Rappelez-vous du combat C18 Vegeta qui le représentait vraiment bien, où Vegeta avait le dessus sur C18 au début, pour dire que C18, en termes de puissance, elle était pas non plus exceptionnelle, quoi. Elle était un peu plus puissante qu'un Super Saiyajin, mais voilà, c'est pas un Super Saiyajin 2, quoi. Et pourtant, elle avait explosé Vegeta parce que petit à petit, eh bien, elle prenait le dessus sur Vegeta parce que Vegeta s'épuisait et eux non. Et les C17 et C18, les cyborgs sont inépuisables, ils ont le ki à l'infini. Et ces deux personnages qu'on a rencontrés au début, qui étaient quand même très puissants de base et qui se sont fait vite dépasser dans l'arc Cyborg et Cell, il faut quand même rappeler qu'ils se sont jamais entraînés. Ils se sont jamais entraînés. Alors on a vu du coup un petit peu l'évolution de C18 qui elle finalement devenue un peu une mère au foyer, s'occupe de sa petite famille. Elle a un peu laissé tomber le combat de côté. On voit bien qu'elle se bat uniquement quand il y a du pognon en jeu et tout. Elle est un petit peu plus perfide. Alors que C17 lui s'est entraîné de son côté. Il s'est entraîné seul certes, mais il s'est entraîné. Alors imaginez un personnage qui de base est aussi puissant, avec un potentiel qui a une endurance infinie, s'entraîner de son côté. Il n'y a rien d'étonnant qu'en des années, il soit devenu hyper puissant. D'autant que si en plus il a l'endurance et le ki infini, autant sur le ring c'est un atout majeur, mais autant pour s'entraîner aussi c'est un atout redoutable. Ça veut dire que le mec peut s'entraîner à l'infini sans jamais se reposer. Imaginez ce qu'il peut faire. C'est juste complètement ouf en fait. Donc pour moi son power-up est totalement justifié. Alors après voilà, il y a le débat sur le fait aussi, parce que du coup il y a l'argument pour certains qui disent que après tout les gens ont accepté le power-up de Freezer qui s'est entraîné en quelques mois et il est devenu plus puissant. Pourquoi pas C17? T'as les autres gens qui vont dire ouais mais ce power-up aussi c'était de la merde, nanana. Forcément. Bon, moi, je vais pas me lancer là-dedans parce que je me dis, bon, soit je suis complètement déphasé maintenant de la communauté Dragon Ball et je commence vraiment à devenir un vieux con, mais là, je me dis, si on commence à fouiner dans ce genre de trucs, si on cherche des explications pseudo-scientifiques, franchement, on regarde pas du tout la même œuvre parce que pour moi, à mes yeux, Dragon Ball, de base, l'œuvre, justement, c'est une succession de power-up plus ou moins bien justifiés. Il y a beaucoup de power-up quand même qui sortent de nulle part et on l'a accepté. Mais j'ai l'impression que dans Dragon Ball, ce qui est triste maintenant, c'est que si le personnage n'est pas un Saiyan, eh ben son power-up, c'est de la merde. Alors que c'est complètement con, je trouve que moi c'est une excellente chose, et je terminerai là-dessus sur cette histoire de power-up, parce que enfin on a un personnage qui n'est pas un Saiyajin, et qui pourtant vient de la Terre, qui se hisse on va dire au haut du panier, et qui va être compétitif dans ce nouvel arc. Du coup, on va voir un peu autre chose que toujours du Super Saiyajin Blue, toujours du Goku, du Vegeta, potentiellement on a aussi Gohan qui risque de revenir, bon moi vous le savez j'espère Piccolo, entre parenthèses.
Et donc du coup ça fait hyper plaisir de voir C17 se hisser au haut du panier, se dire que voilà on a encore un atout majeur et pas forcément se dire ah bon bah si Goku et Vegeta tombent c'est fini. Là tu te dis merde on a encore une pièce majeure, on a C17 et ça moi je trouve que c'est génial. Et en plus ça sert un personnage qui pour moi n'a pas trop eu son heure de gloire dans Dragon Ball. En toute franchise je suis pas très fan du perso, pourquoi? Parce que je trouve que dans l'arc Cyborg il a très vite été mis de côté, il a pas forcément de moment de gloire. Pour moi le moment le plus épique avec C17 c'est son combat contre Piccolo, et pendant ce combat là le perso que je kiffe c'est Piccolo, forcément c'est les nouvelles attaques de Piccolo, comment il se comporte et tout. Après voilà il est têtu et borné et il se fait absorber comme une merde par Cell. Du coup il a pas eu le temps vraiment de briller ce personnage, il a vite disparu. Bon après voilà il y a aussi la parenthèse GT avec Super C17 que moi j'aime absolument pas. Et du coup, bon bah voilà, je trouve que c'est triste, ce personnage m'a jamais vraiment emballé. Et là, au contraire, bah, ce power-up, cette remise en avant du perso, m'a beaucoup fait plaisir, puisque je trouve que là, il y a moyen de faire quelque chose avec, et j'espère qu'on sera pas déçus du coup pendant le tournoi. Quand j'ai maté l'épisode, quand j'ai fini l'épisode au premier visionnage, le premier truc qui m'a fait bizarre en fait c'est pas le power-up de C17, c'est surtout son changement de personnalité. J'avoue avoir été un petit peu choqué par ce changement, et là je trouve que le débat est hyper intéressant pour le coup. Est-ce que là ce changement est justifié ou non? Parce que quand t'as laissé C17, pour moi, voilà, c'était un enfoiré, hein. Il avait qu'une idée en tête, c'était de buter Goku juste parce que ça lui faisait plaisir et que c'était un petit peu son but dans la vie. Il était têtu, borné, il écoute pas les conseils de Piccolo, il fonce tête baissée sur Cell, voilà, il se fait avoir comme un naze, et là tu retrouves un personnage calme, posé, qui semble très intelligent, il a de l'intuition, il s'est pris d'affection pour les animaux, il a un but, enfin voilà, il a vraiment changé du tout au tout. Et du coup, c'est vrai que quand t'as laissé le personnage comme tu le connaissais et que tu le retrouves ici, waouh! Moi, surtout, j'ai eu un choc à un moment, l'épisode, c'est quand même quand il dit à Goku, surtout tue pas les braconniers, faut pas les tuer, on les neutralise, c'est tout. Ouah, tu te dis C17 dire ça. Moi, je me rappelle de C17, surtout dans le monde de Mirai Gohan et Mirai Trunks, où il braque un flingue sur la tempe d'un mec, il le bute juste pour se marrer, tu vois. Tu te dis, waouh, le changement est complètement ouf, tu vois, ça a rien à voir, quoi, c'est du tout au tout. Et alors, j'ai vu du coup qu'il y avait des gens qui comprenaient pas trop ce changement, qui pour eux étaient pas trop justifiables, et d'autres non. Moi, je pense honnêtement que c'est justifiable, mais le problème qu'il y a, c'est qu'on n'a pas forcément la notion du temps quand tu mates un animé, tu vois. Tu sais qu'il y a des années qui sont passées, mais toi, tu vois, ça se trouve, t'as lu les derniers tomes hier, et donc t'as laissé le personnage comme ça. Donc c'est là que ça fait un peu bizarre. Mais je me dis, dans ses propos, dans comment il explique les choses à Goku, tout ça, en fait, je me dis, il faut se dire quand même comment il a pu réagir. En fait, il s'est fait absorber par Cell. Il est mort comme une merde quand Cell s'est sacrifié. Finalement, il a explosé avec. Et quelque part, il doit la vie, eh bien, à ceux qu'il voulait éliminer, en fait, à celui qui voulait éliminer, puisqu'il a été ressuscité par les amis de Goku, par la Z-Team, tu vois. Et grâce à cette résurrection, comme il le dit lui-même, ça lui a laissé une seconde chance dans sa vie. Ça lui a permis de rencontrer sa femme, d'avoir des enfants. D'ailleurs, j'étais bien triste qu'on nous montre pas sa petite famille. Et du coup, il est redevable, il est reconnaissant d'avoir eu cette deuxième chance. Il s'est trouvé un but dans sa vie, que d'ailleurs, j'arrêtais pas de me poser la question pour qu'il soit devenu un amoureux. Je m'étais pas jamais fait la réflexion quand je savais qu'il était devenu ranger, mais maintenant, j'arrête pas de me demander pour qu'il soit devenu autant amoureux des animaux, autant à vouloir défendre les animaux. Je me demande si c'est pas un clin d'œil à C16, en fait. Si c'est pas un petit peu en la mémoire de C16. Mais pour moi, c'est un petit peu ça. Donc c'était agréable de voir ce changement. Et au final, je le trouve plutôt cohérent. Enfin, voilà, j'ai hâte d'avoir votre avis un petit peu sur tout ça, bien entendu en restant toujours d'un débat bien surtout mature et posé. On n'est pas là pour se cracher dessus, chacun a le droit d'avoir son avis, et je trouve ça triste quand les gens en viennent à s'insulter juste pour une histoire de puissance, hein. On a passé l'âge, je pense, de ce genre de choses quand même. Et donc on va parler maintenant de Oob, les amis, hein. Donc je pense qu'on a tous tilté ce petit passage qui nous tease l'arrivée de Oob. Alors qu'est-ce que ça engage cela, hein. Alors déjà donc c'est de la bouche de Dende qu'on a quelques informations et des allusions à Oob, qui explique donc à Goku qu'un petit garçon est apparu sur Terre et qu'il a des prédispositions pour les arts martiaux et un potentiel incroyable, mais qu'il n'en est pas conscient, et qu'il faudra envisager d'entraîner ce jeune terrien. Goku n'est pas très chaud parce qu'il dit que c'est pas trop son truc, il est pas vraiment doué pour ça.
Et Dende insiste, puisqu'il explique à Goku eh bien qu'il est la cause de l'apparition de ce petit garçon, puisqu'il est la réincarnation du terrifiant Majin Buu, donc le Buu purement maléfique, et que cela est arrivé suite aux vœux qu'avait fait Goku avant de l'éliminer. Mais du coup, concrètement, qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce que ça engage pour vous de voir Oob arriver? Pour moi, ça signifie deux choses. Soit eh bien, ça nous tease peut-être le prochain arc ou l'un des futurs arcs qui sera peut-être consacré à Oob et qui reprendra peut-être directement et véritablement après la fin du manga. Parce que, je vous l'ai souvent dit, c'est vrai qu'à l'époque, quand ils avaient annoncé Dragon Ball Super, moi je croyais que ça allait reprendre directement après la fin de justement du manga tel qu'il s'était terminé. Bon, finalement pas du tout, mais c'est peut-être toujours le cas, ça peut être toujours possible. Il y a tellement encore de choses qui peuvent être racontées durant cette période-là, tout ce qui se passe après. Ça serait vraiment ouf qu'on ait un prochain arc avec Oob justement, avec les personnages qui ont vieilli, retrouver Goten, Trunks en jeune adulte, retrouver Pan, retrouver Bra, enfin voilà, moi c'est vrai que retrouver ce Goku qui était tellement magnifique aussi à la fin de Dragon Ball, c'est vrai que bon, c'est un rêve de gosse de véritablement reprendre l'aventure à ce moment-là, donc on peut imaginer ça, ou alors, eh bien sinon, tout simplement, ça nous tease la fin de Dragon Ball Super, tout simplement, que ce soit peut-être le dernier arc, et que, eh bien, la fin, on reprendra justement avec Goku qui rencontre Oob, peut-être pas forcément de la même manière, on sait pas trop, puisqu'il y a quand même pas mal de choses qui ont changé, mais voilà, peut-être que ça nous tease la fin. J'avoue qu'actuellement, j'ai un petit peu du mal à croire à la fin de DB Super, elle serait peut-être un petit peu précoce, surtout quand on sait un petit peu ce que la Shueisha et Toei organisent autour de Dragon Ball, qu'ils ont carrément créé un groupe, une cellule qui s'occupe que de ça, que du business de Dragon Ball. Je pense qu'ils ont pas fait ça justement pour s'en arrêter là tout de suite, surtout quand tu te dis qu'ils publient quand même le truc sous format de manga, tu vois, donc sous format papier. Tu te dis ils vont pas se contenter de faire 3 ou 4 tomes, donc moi j'ai de l'espoir de voir peut-être encore perdurer la chose, tout en espérant que ça reste intéressant. Actuellement, il y a encore beaucoup, je pense, de choses à raconter, et j'ai du mal à imaginer que Stark du tournoi élucide toutes les intrigues qui commencent à être mises en place. Ou alors après, peut-être qu'on se dirige vers un arc qui va durer vraiment très 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 longtemps, et du coup, à la fin de cet arc, voilà, on reprendrait avec Oob. Et comme d'habitude, on clôturera cette vidéo en parlant de notre scène préférée. Alors pour ma part, j'ai vraiment eu du mal encore une fois à choisir une scène. Pas ici parce que l'épisode est moyen, mais au contraire parce qu'il était vraiment bien et qu'il y a plein de scènes que j'ai tout simplement adorées. Mais après plusieurs visionnages et mûres réflexions, si je dois choisir une scène, ce sera la scène où Goku donc explique les véritables enjeux du tournoi du pouvoir à C17, et que C17, même en sachant que donc leur destin est en jeu, qu'ils risquent de mourir s'ils perdent ce tournoi, refuse de rejoindre l'équipe de Goku, et lui dit qu'en gros il a pas peur de disparaître et qu'il n'y a pas de fatalité, que ça fait partie de la vie en gros de mourir. Et Goku là il est vraiment il est au cul, il sait pas quoi dire. Et ouais, franchement, cette réplique de C17, le ton qu'il a à ce moment-là, la mise en scène, j'ai vraiment adoré ce passage. Vraiment, c'est vraiment le passage que j'ai le plus aimé de tout l'épisode. J'ai eu un peu de mal à choisir parce qu'il y a un autre passage forcément que j'ai adoré comme beaucoup de gens. C'est forcément le moment où Goku se transforme en SSJ Blue et que C17 reste complètement stoïque à ce moment-là et lui dit en gros ah ouais, tu peux te transformer comme ça. Ouais, c'est cool. Ce passage est vraiment épique. Mais ouais, si je dois en choisir un, ce sera plutôt le refus de C17. Et bien voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis sur l'épisode dans l'espace commentaire, mais aussi sur les débats qu'on a eu ici, que vous soyez d'accord ou pas avec moi. On est là ici pour justement débattre ensemble dans la bonne humeur. Et puis, on se donnera rendez-vous dans la semaine, si ça vous intéresse, pour d'autres vidéos. Alors, je continue du coup les reviews sur My Hero Academia, puisque c'est un véritable kiff d'en parler avec vous. Boruto, on verra selon la qualité de l'épisode, et puis il y aura d'autres vidéos dans le moment qui sont en préparation, donc j'espère que ça vous plaira. Voilà, si les vidéos review et ce format vous convient toujours, n'hésitez pas à me le faire savoir par un petit pouce bleu, ça fait toujours super plaisir de savoir que ce que je vous propose vous convient et vous plaît, et que ça vous fait plaisir d'en voir d'autres. Toujours motivant, et puis sinon je vais vous laisser ici, je vais vous souhaiter une excellente fin de semaine, un très bon manga, un très bon animé, tchuss.